Bonjour téléspectateurs d'Embele TV. Comme d'habitude, nous sommes à la rencontre des jeunes politiciens qui sont de Sédhiou parce qu'ils ont droit au chapitre. C'est ainsi que nous sommes venus à Jules Kounda à la rencontre d'un jeune. Je m'appelle Mamadou Lamine Biaye et je suis professeur de collège, donc je suis enseignant. Je suis le coordinateur départemental du Grand Parti de Malick Gakou. Et je suis le délégué régional aussi du parti. Et je m'adonne aussi à l'écriture, je suis écrivain, je suis romancier. Je tends à être essayiste aussi. Donc, de manière brève, je suis professeur de collège, acteur politique et écrivain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelque peu votre parcours académique scolaire? Bon, j'ai commencé mes études primaires à Louga, au village d'enfants SOS. Donc, après l'affectation, la mutation de mon papa à Sédhiou, donc j'ai eu mon certificat de fin d'études élémentaires pour aller au collège Mapate Diagne. C'est là-bas où j'ai eu mon BFM. Et après le BFM, j'ai été au lycée Ibou Diallo de Sédhiou, le mythique lycée d'ailleurs, où je vous suivais de loin parce que vous étiez nos aînés. Ça. Après l'obtention du baccalauréat, j'ai été à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après 2 ans, bon, j'ai réussi au concours de la FACEF, ex-école normale, pour devenir professeur de lettres anglais. Donc, c'est au sortir de cette école que j'ai commencé à enseigner. J'ai fait Banganga, le sud du pays, j'ai fait Bignona, j'ai fait après Bloc et après je suis venu à Diendé où je sers actuellement. Donc entre-temps, je me suis inscrit dans une université privée pour avoir une licence. Actuellement, je fais un master 2. Ouais, effectivement. Machallah, le parcours est excellent, il est riche. Professeur d'anglais, une matière très passionnante. Comment vous vous comportez avec des jeunes élèves qui vous voient tout le temps comme étant un jeune aussi? C'est pas évident, hein, parce que je le disais à mes élèves la semaine dernière, déjà que nous, quand nous étions élèves, nos professeurs, ils étaient nos oncles. C'est ça. Parce qu'il y avait une différence d'âge là. Énorme. Mais actuellement, nous, les potaches et nous sommes de la même génération. Donc finalement, nous ne devenons pas des oncles, mais nous devenons de facto des grands frères. Donc nous portons presque les mêmes habits, nous écoutons la même musique, nous fréquentons les mêmes lieux, par exemple, de sport. Donc finalement, ce sont nos jeunes frères. Et la tentation est là, comme vous le savez. Souvent, il y a des dérives qui sont notées ça et là. Et la personne est de nature humaine. Donc, il y a une dose animale qui est là, comme nous enseigne la philosophie. Donc, parfois, on est guidé par nos pulsions et nos désirs. Mais c'est à nous de faire la part des choses et de savoir qu'on est éducateur, qu'on est modèle et qu'on est là pour transmettre le savoir. Donc, nous entretenons de très bonnes relations avec nos élèves parce que nous sommes là pour leur transmettre le savoir, mais aussi pour les éduquer. Donc, c'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour préserver cette relation qui nous est assignée, qui doit être vraiment une relation de guide. Est-ce que, selon vous, les enseignants qui commettent l'erreur de sortir avec leurs élèves sont fragiles ou bien c'est parce que la tentation est très forte? Effectivement, c'est ça, c'est que la tentation est trop forte. Parce que la personne, comme je vous le dis, hein, elle a ses pulsions. Donc du coup, parfois, c'est pas extraordinaire. Donc ça nous arrive à nous tous. Dans plusieurs secteurs, vous regardez chez même les religieux parfois, ce sont des choses qu'on note. Mais donc, ce sont des erreurs qui viennent. Mais c'est à nous d'avoir de la maturité et d'être armés de prudence surtout. De prudence et de savoir faire la part des choses. Effectivement. Vous êtes un fils d'enseignant. Votre papa est à vos côtés. Vos premiers pas dans l'enseignement, quels étaient ses conseils les plus précieux?
Donc, mon papa, si vous avez lu mon ouvrage où je parle de mes traces, sur les traces d'un enseignant, j'ai déjà parlé de lui parce que il est un modèle pour moi. Déjà en classe, il nous enseignait. En classe de 3e, je devais faire le BFM. Donc, déjà, sa manière de dérouler le cours, déjà, je l'ai gardé en moi. J'ai cette même méthode. Mais aussi, quand on m'a affecté, donc il m'a prodigué beaucoup de conseils. Moi qui suis né en ville, j'ai fréquenté la capitale du Sénégalais et un bon jour je me retrouve dans un village, c'était pas évident. Donc comment se comporter, ou toi citadin, tu dois avoir des rapports avec des gens qui sont des ruraux. Donc déjà les modes de vie ne sont pas pareils. Il faut vraiment s'armer d'humilité et être vraiment ouvert d'esprit et pouvoir faire vraiment preuve de modestie en quelque sorte. Donc savoir là où mettre les pieds, ne pas les sous-estimer surtout. Ça c'est quelque chose qu'il m'a donné comme conseil. Mais aussi c'est d'avoir de très bons rapports avec mes collaborateurs, c'est-à-dire les collègues. Les collègues c'est une seconde famille. Donc on doit garder de très bons rapports avec eux. Parce qu'en dehors de la famille biologique, il y a une famille qui est là, qui est professionnelle. Donc, c'est pourquoi dans des écoles même, il y a des caisses sociales qui sont là en cas de baptême, en cas de mariage, en cas de décès. Donc, de garder de très bons rapports, de respecter aussi la hiérarchie. Le chef d'établissement qui est là, on doit vraiment le respecter, savoir que c'est un supérieur qui est là. Et c'est même un conseil, un modèle qui est là qu'on doit respecter. Et quand on travaille dans la fonction publique, la hiérarchie est à respecter. Mais les apprenants aussi, c'est de jouer vraiment le bon rapport, d'avoir de bons rapports avec eux, d'être un oncle ou bien un grand frère et de transmettre le savoir sans tricherie. Parce que aussi la religion nous enseigne qu'enseigner, c'est vraiment adorer même le Seigneur. Donc ça, ce sont des conseils qu'il m'a prodigués, que je dois même prendre le travail à bras le corps, ne pas tricher, pour qu'à la fin du mois, quand on me donne de l'argent, que je sache que ça, je l'ai perçu à la sueur de mon front. Vous pouvez nous parler un peu du papa, comment il s'appelle? Qu'est-ce que vous avez retenu de sa vie en famille d'abord? Mon papa, il s'appelle Ibrahima Biaye. Ibrahima Biaye, il était professeur d'histoire et de géographie. Il est parti à la retraite. Mais déjà, sa vie en famille, c'est un papa qui fait tout pour combler sa famille. Et actuellement, je suis père de famille. C'est au moment précis que je m'en rends compte. Déjà, il nous arrivait pendant les fêtes de Tabaski d'avoir une tenue pour aller à la mosquée, mais on pleurnichait pour avoir d'autres tenues pour aller demander les comme on le dit communément. Les étrennes. Les étrennes. Donc, il faisait tout pour nous satisfaire. Déjà, avec les fournitures, on avait tout ça. On avait le goûter. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est quelqu'un qui s'est donné au service exclusif de sa famille, mais à la communauté aussi. Actuellement, il est à la retraite, mais jusqu'à présent, il gère le comité de jumelage de la mairie de Sédhiou. En dehors de ça, il y a un centre industriel qui est à Goudiabia. C'est lui le président de l'association des parents d'élèves. En dehors de ça aussi, les retraités ont un comité qu'ils ont là, une caisse. C'est lui aussi qui gère leur magasin, c'est-à-dire leur ravitaillement. Chaque fin du mois, vous verrez des personnes du 3e âge faire la navette, venir prendre le ravitaillement. Donc c'est quelqu'un qui est utile pour sa famille, mais aussi pour sa communauté. La communauté, c'est ça. Le papa enseignant, vous enseignant, on peut s'attendre un jour à ce qu'un de vos fils soit enseignant. Oui, pourquoi pas. Rappelons déjà que son frère aîné, c'est-à-dire le grand frère de mon papa aussi, était enseignant, il fut directeur d'école. Donc ma famille, on dit que c'est une famille enseignante. C'est ça. Beaucoup de vos oncles aussi. Mes oncles, voilà. Mes grands frères. Donc il y a ma petite sœur qui est enseignante. Donc vraiment c'est une famille qui est enseignante. Mais l'enseignement, c'est noble aussi. C'est un métier qui est très noble. Il y a le grand frère de mon papa, tonton Mamadi, qui est à Thiès. Malgré qu'il fut militaire, mais il dispensait des cours à l'école base militaire de Thiès. Un jour, je lui disais, tonton, moi, je veux vraiment changer de métier. Il me dit, pourquoi changer? Moi, il m'arrivait de fréquenter Mme Abdul Aziz Dabakh. Mais Abdul Aziz, il ne prenait que l'argent d'un enseignant. Parce qu'il se dit que l'enseignant, il mérite son salaire. C'est quelqu'un qui va à l'école à 8h, qui descend à midi. Mais quand on dit 15h, 15h00, ça va lui trouver sur place. Donc c'est quelqu'un qui mérite son salaire. Et ça, vraiment, il faut en être fier. Et depuis lors, vraiment, il m'a beaucoup boosté et il m'a encouragé à aimer le métier. Ce besoin d'écriture, cette option de devenir écrivain, comment l'idée a germé en vous? Bon, j'ai eu souvent à le dire quand je parle littérature,
c'est que l'idée m'est venue d'écrire au moment de la pandémie. En 2021, il y a le coronavirus qui était là, les gens ne sortaient pas, on restait chez nous, d'où le fameux slogan « Restez chez vous ». On est resté plusieurs mois. Donc je me suis dit, mais moi, j'ai pas d'activité à faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas écrire, parler de ma trajectoire? C'est ça. Donc j'ai fait un texte où j'ai parlé de Banganga, mon premier poste. Moi qui suis jeune, j'ai eu le bac à 18 ans. Je suis parti à 19 ans, autant pour moi, je suis parti à l'université 2 ans. À 21 ans, j'ai commencé à travailler. Donc je suis venu de la ville de Dakar, la capitale. Je me suis retrouvé dans un village. Et normalement, vous devez connaître Banganga. Parce que, voilà, effectivement. Donc la vie à Banganga, comment ça se passait? Et c'était une zone aussi qui était un peu insécure. Il y avait, voilà, les mouvements, voilà, comme vous le savez. Donc c'était un peu difficile à vivre. À chaque fois, il y avait des alertes, il y avait des attaques. Donc j'ai essayé d'écrire ça. J'ai fait ça en 5-6 paragraphes, je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Mais j'ai eu des centaines de retours. Les gens m'ont dit, tu écris bien. Et ça, c'est une histoire que tu dois continuer à raconter. Continue. À part ça, j'ai utilisé un autre chapitre pour parler de mon collège, là où mon papa fut mon professeur, comment nous entretenions vraiment entre amis et quel rapport nous avions avec nos professeurs. Donc j'ai fait ça, mais finalement, j'ai continué en parlant de politique, en parlant de mon voyage en Europe, et finalement, ça a pris forme et c'est devenu un livre. Un livre. Un bouquin intéressant, je pense qu'on a même oublié de venir avec et pour pouvoir le présenter aux téléspectateurs de DEM-TV. Donc, acheter cet ouvrage-là, c'est écrit par un jeune comme il l'a dit, un jeune enseignant. Son parcours est atypique, son parcours peut servir d'exemple. On va parler de politique. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la politique? Bon, la politique, je me suis dit que de manière standard, on dit que c'est l'art de bien gérer la cité. Nous appartenons à une cité, nous sommes intellectuels et je vois que d'habitude, nous nous intéressons pas à la chose publique. Et souvent, ce qu'on fait, c'est de nous asseoir autour du barada, dans les jotailles, pour critiquer la gestion des autres. Mais je me suis dit un jour, au lieu de critiquer ce que M. Dembélé fait pour la ville, est-ce que moi j'ai fait quelque chose pour ma propre ville? Qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est quoi mon devoir? Mais je me suis dit, au lieu d'être gouverné par des gens que tu vas critiquer, pourquoi ne pas même prendre leur place? Donc c'est comme ça que l'idée est née. Je me suis dit, mais moi, je dois être parmi les dirigeants de ce pays-là. Je dois être parmi les leaders. Je dois être parmi les décideurs même de ce pays. Parce qu'il y a l'autre qui disait que celui qui ne s'intéresse pas à la politique, c'est celui qui ne s'intéresse même pas au prix qu'on va octroyer au pain. Parce que le prix du pain, même si c'est 100 francs, ça a été décidé par les politiques. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Ne pas s'intéresser à la politique, c'est ne pas s'intéresser même à la vie. Parce que même la religion nous enseigne que les prophètes, ils ont taquiné la politique. Donc pourquoi ne pas faire la politique? Et on nous dit souvent que si tu ne fais pas la politique te fera. Donc pourquoi ne pas la faire? Mais vous avez connu un parcours politique avant de venir au grand parti de Malick Gakou. Est-ce qu'on peut savoir votre parcours en matière politique? Bon, en matière politique, quand nous étions à l'université, nous avons été au MEL, au MEL national. Au MEL national avec les Toussaint Manga que vous voyez, le DG du Grand Théâtre Ansoumana Sané, avec certains de mes amis, les Ousmane Ba, les docteurs Tito Tamba de Bignona. Donc on a été là-bas. Mais c'était en jeune Casacé, parce qu'on était dans le Kekendo, on avait Mohamed Lamine qui était à Bignona, il y avait Abdoulaye Baldé de Ziguinchor, Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, Bekay Diop de Kolda. Donc ce sont eux qui nous ont forgés et ils nous ont poussés à nous adonner à la politique. Mais en dehors du MEL aussi, on a soutenu le maire Amadou Tidiane Ba pour qu'il devienne maire. Et c'est au sortir vraiment des élections de 2009 qu'il est même devenu ministre. Nous l'avons accompagné et tout ça c'est grâce à la cité, à l'amour qu'on porte à notre cité. On a dit que c'est un intellectuel chevronné qui est là, qui doit vraiment lui aussi œuvrer, mettre sa pièce à l'édifice pour l'émergence de cette cité. Mais en dehors de ça, nous n'étions pas trop à la scène politique, c'est-à-dire dans les partis, comme nous n'avions pas de responsabilité comme nous l'avions aujourd'hui. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc l'essence devient de plus en plus riche et puis une grande fierté gronde en moi parce que son parcours, sa manière de s'exprimer, l'ambition qu'il a affichée m'agresse au plus profond de moi. On a connu
des politiciens tels que Amadou, le professeur Bala Moussa Daffé, tels que Feu Moussa Kanté. Les autres, on a juste entendu leurs histoires. Avant de venir à Abdoulaye Diop, pour vous, quelle image doit-on retenir de professeur Bala Moussa Daffé, professeur Tidjane Ba et Feu Moussa Kanté? Bon, pour Moussa Kanté, je ne maîtrise pas trop parce que nous étions très jeunes. Mais pour Bala Moussa Daffé, déjà c'est un oncle à moi que je salue au passage. Et c'est quelqu'un de très social d'abord. C'est quelqu'un de très social. Actuellement, malgré son âge avancé, il ne peut pas y avoir de cérémonie à Sédhiou sans qu'il ne vienne assister à ça. Lors de la cérémonie de dédicace de mon ouvrage, Tonton Bala, je ne l'ai pas appelé personnellement pour lui dire que j'ai fait une cérémonie de dédicace. Il a juste vu sur les réseaux sociaux, mais il s'est déplacé. Il s'est déplacé pour venir là-bas. Il m'a dit, je ferai partie des premiers à acheter ton ouvrage. Mais ça, ce sont des gestes qui m'ont vraiment touché. Je me suis dit, je le voyais de loin, mais les gens disent qu'il est social. Mais aujourd'hui, moi, je viens vraiment de m'en rendre compte. Bala Moussa Daffé, on dira même qu'il s'est appauvri pour cette ville-là. Moi, il y a ma grand-mère qui est là. Je voulais la faire venir au Grand Parti. Elle me dit, je ne peux pas venir. Parce que moi, mon mari, il est décédé, ça fait presque 15 ans. Mais quand il était malade, Bala Moussa Daffé est venu, il a acheté ses ordonnances. Les ordonnances qui ont été achetées il y a de cela presque 15 ans. La grand-mère ne peut pas oublier ça. Les responsables de Sédhiou, j'entretiens de très bons rapports avec eux. Parce que la politique, elle n'est pas statique, elle est dynamique. Donc, quelqu'un peut être ton adversaire aujourd'hui et demain être ton allié. Ton allié d'aujourd'hui peut être aussi ton adversaire. Donc ça, c'est des conseils aussi que j'ai reçus de mon entourage déjà et des personnes que je fréquente politiquement. Donc ils m'ont dit, fais très attention. La politique, c'est une chose qui ne doit pas entacher les relations. Parce que nous sommes dans une ville, nous sommes tous parents déjà. C'est ça la spécificité même de Sédhiou. Tout le monde est parent. Donc il faut garder de très bons rapports. J'en fais pas un métier. Je me dis que c'est une activité qui est là. J'ai mon métier, je suis professeur. Et voilà, je dois la pratiquer, la politique, pour un laps de temps. Et après, je retourne à mon travail. Donc je dois garder de très bons rapports. Et si mon adversaire gagne aujourd'hui, Ansoumana Sané, j'ai l'habitude de le citer parce que c'est un ami. Par exemple, Moulay Touré. Moulay Touré, il est au Trésor. Mais il a pris des amis à moi avec qui il travaille. Et pourtant, nous ne sommes pas dans le même camp. Un ami à moi qui travaille au Trésor. Mais je me dis que c'est un frère. Donc, il a réussi. C'est un soutien de famille. Il a combien de bouches à nourrir. Ansoumana Sané, qui va prendre un jeune du quartier. Mais il le fait pour moi indirectement. Parce que ça, c'est toute la communauté qui en bénéficie. Des dernières élections locales, nous avons vu une débâcle de Benno à Sédhiou. Et nous avons dans le même temps connu la percée de PASTEF avec notamment notre frère Aïba. Quelle analyse politique froide vous pouvez faire de cette situation? Bon, je me dis que c'est un vent qui souffle. Un vent qui souffle, vraiment, rien ne peut l'arrêter. Donc, c'était inimaginable que le camp du pouvoir, je ne parle même pas de Benno, parce que nous sommes de Sédhiou, nous savons que le pouvoir a tout le temps gagné Sédhiou. Depuis Bala Moussa Daffé, le PS, depuis Abdoulaye Wade, depuis Macky Sall. Donc, un vent qui a soufflé, bien, ça a commencé au référendum. Au référendum de 2016, le non a triomphé ici. Donc les gens ont commencé à comprendre. C'est parce qu'il y a une couche qui est juvénile qui est là, qui s'engage à la politique. Donc il y a une émancipation qui est là. Les gens veulent une alternance. Et Ousmane Sonko est là, tout proche de chez nous. Il est de Ziguinchor. Donc si lui, il gagne Ziguinchor, il gagne Bignona, il gagne Bounkiling, le département de Bounkiling, pourquoi pas Sédhiou? Et nous, on se dit que vraiment, c'est une aubaine pour vraiment les jeunes. Parce que Ousmane Sonko, quoi que l'on puisse dire, il est porté dans le cœur des jeunes. Et nous savons que en politique, tant que les jeunes s'activent et que les femmes s'activent, souvent il y a victoire. Et c'est ça aussi. Peut-être que d'autres diront qu'il y a un problème de casting au niveau du Benno aussi, le choix porté sur certaines personnes. Bon, peut-être que ça aussi c'est une réalité. Les gens du même camp ont aussi sanctionné aussi. Ça aussi c'est une réalité. Mais parce que dans les partis politiques, souvent, il y a des querelles intestines qui sont là-bas, qui ne peuvent pas manquer. Mais c'est juste que Sonko, c'est une réalité qui est là. Et nous savons pourquoi même l'État fait tout pour vraiment le bloquer. Parce que c'est quelqu'un qui est là, qui est trop puissant. Et voilà, c'est une chance pour le pays. Et l'État est en train de le bloquer? L'État est en train de le bloquer. Parce que l'État sait que si Sonko se présente, est-ce qu'il y aura même deuxième tour? Parce que c'est quelqu'un qui est là. Il a créé un parti politique qui n'a pas encore fait 7 ans, 10 ans. Mais qui commence, combien de députés il a? Il a combien de maires? Quelqu'un qui s'est battu
pour vraiment les jeunes soient émancipés aussi, c'est ça. Parce que moi, je me dis que ce que Sonko a réussi, même s'il n'est pas candidat, c'est que le prochain président du Sénégal, il n'a pas droit à l'erreur. Vous faites une erreur, vous ne ferez qu'un seul mandat. Parce que les jeunes maintenant s'intéressent à la chose politique. Vous allez au marché voir un cordonnier, il va vous raconter quelque chose que vous-même vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas. Parce que les gens maintenant s'intéressent à la politique. Les gens n'aiment pas la corruption, ils n'aiment pas l'injustice. Et très souvent, c'est ce que Sonko fait comprendre aux gens. Et les gens ont l'adopté aussi. L'ont adopté. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui ne s'intéressent même pas à la chose politique, qui sont là, tapés dans l'ombre, mais ils manifestent vraiment leur mécontentement face à une injustice qui lui a été faite. Parce que la Cour suprême, vraiment, je pense que la chose même ne doit plus atterrir à la Cour suprême. À Ziguinchor, ils ont eu gain de cause là-bas. Au tribunal de grande instance de Dakar aussi, c'est pareil. Donc pourquoi vouloir vraiment le bloquer? Si on a confiance en soi, Amadou Ba n'a qu'à être candidat, il laisse tout le monde.